Bonjour, bienvenue sur Livre Noir. Vous êtes déjà venu nous voir, mais sur un format un peu plus court. On a la chance aujourd'hui de vous recevoir plus longtemps. Et puis, il s'est passé des choses depuis notre dernier entretien. On va en parler aujourd'hui. Thibaut de Montbrial, on commence toujours cette émission par une citation. J'ai choisi pour vous Éric Dupond-Moretti, un autre avocat. C'était tout récemment, le 1er septembre 2020. Le terme d'ensauvagement développe le sentiment d'insécurité, ce qui est pire que l'insécurité. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, car c'est de l'ordre du fantasme. Qu'est-ce que vous évoque cette phrase d'Éric Dupond-Moretti ? C'est très intéressant parce que ça montre le décalage total entre Éric Dupond-Moretti, qui est garde des Sceaux. Quand il tient ce propos en septembre 2020, il n'est plus avocat avec cette espèce de liberté absolue quand on n'a pas d'autre engagement que celui d'avocat et qui permet de critiquer, de taper à droite, à gauche, etc. Là, il est garde des Sceaux. Et il vient dire que tout ce que vivent les Français et ce que démontrent les statistiques n'est pas vrai. On le sait, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, la violence a explosé. Les derniers chiffres qui ont été révélés hier ou avant-hier montrent que les tentatives d'homicide ont été multipliées de l'ordre d'une multiplication par 3. Les homicides eux-mêmes ont augmenté. Depuis 2011, hein. Donc en un laps de temps très limité. Sur 10 ans, mais quand on regarde la courbe, on a une accélération sur les dernières années. Et moi, le chiffre qui m'avait le plus impressionné, c'est qu'à semestre comparable entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2019, puisqu'en 2020, il y a eu la crise sanitaire et le grand confinement du printemps, les violences avaient augmenté de plus de 10%, et que la violence est en train, dans notre pays, de redevenir un mode de résolution normale du conflit, ce qui est extrêmement inquiétant. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que le propos est d'autant plus irresponsable et inquiétant qu'il est tenu à la fin de l'été 2020, donc alors qu'Éric Dupond-Moretti a été nommé Place Vendôme depuis 2 mois, et que c'est une réponse au terme d'ensauvagement qui était utilisé par des gens comme moi depuis un moment, mais c'est pas à moi que Dupond-Moretti répond. C'est au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, lui, juste après sa nomination dans le même gouvernement qu'Éric Dupond-Moretti, le 5 ou le 6 juillet 2020 de mémoire, gouvernement de Jean Castex, va faire une grande interview au Figaro et employer pour la première fois à ce niveau de responsabilité étatique le terme d'ensauvagement. C'est-à-dire que, et tout l'échec de la politique d'Emmanuel Macron en matière de sécurité est résumé sur la base de cette citation, que alors que la sécurité est une coproduction entre l'intérieur et la justice, avec les 2 maillons d'une chaîne qui sont absolument indissociables, les policiers et les gendarmes interpellent et les policiers jugent, le tout dans l'intérêt de la sécurité des Français, eh bien vous avez le maillon policier qui fait montre d'une fermeté, d'une lucidité, avec le propos de Gérald Darmanin sur l'ensauvagement, et 6 semaines après, Éric Dupond-Moretti qui reprend précisément le propos du ministre de l'Intérieur pour dire que c'est un fantasme. Et la sécurité, mais je pense qu'on va bien en parler, ça ne peut pas être pensé et encore moins exécuté dans le « en même temps ». Il doit y avoir un cap, et avec un ou une ministre de l'Intérieur et un ou une garde des Sceaux qui tiennent fermement ce cap sous l'impulsion d'un ou d'une présidente de la République et d'un Premier ministre. Et tout ce petit monde doit marcher d'un même pas dans la même direction et donner des instructions au préfet pour le ministre de l'Intérieur et au procureur pour le garde des Sceaux qui concourent à une augmentation considérable de la sécurité des Français par tout un tas de moyens. Alors, Thibaut de Montbrial, vous êtes avocat, spécialisé donc dans la défense des forces de sécurité, en particulier forces de sécurité intérieure, dans la défense des victimes de crimes, en particulier de crimes de terrorisme, et puis spécialiste des questions aussi de légitime défense. Vous êtes aussi essayiste, vous avez donc publié « Osons l'autorité », c'était en 2020, si je ne me trompe pas, fin de l'année 2020, et vous êtes à présent conseiller spécial de la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse sur les questions régaliennes.
On va parler de tous ces sujets. J'ajoute d'ailleurs que vous êtes président fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous allez nous expliquer tout ça. On va parler aujourd'hui, bien sûr, de l'insécurité, de la question de l'islamisation, du sujet de la légitime défense qui est rentré un petit peu dans la campagne récemment, de votre rôle aussi dans cette campagne présidentielle, et puis bien sûr du sujet du régalien qui est l'objet de votre essai et maintenant qui va être l'objet de votre activité et j'imagine de nombreuses notes dans les semaines à venir et on vous verra beaucoup, je pense, sur les plateaux dans les mois qui viennent. Commençons peut-être par une réaction qui peut être très symptomatique des maux de notre société, à l'émission Zone Interdite, qui a été tournée à Roubaix. La journaliste et le témoin ont été menacés de mort suite à cette émission qui pointait donc l'islamisation de la ville de Roubaix. Qu'est-ce que vous évoque tout cet enchaînement? Bien sûr, le phénomène initial, le problème de l'islamisation, mais ensuite un grand silence de la gauche, longtemps. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette affaire? Est-ce que vous avez vu ce documentaire? Évidemment. Non pas que j'ai été surpris, je vais même vous dire, j'ai failli pas le regarder, parce que ça fait des années que je baigne dans cette réalité, que j'ai été un des premiers à dénoncer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat, il est fait par tout le monde, avec plus ou moins de bonne foi, mais il est fait par tout le monde. Mais quand je me suis vraiment lancé dans le débat public sur les questions de sécurité, en réalité, ce qui a déclenché mon envie d'entrer dans le débat public, c'est la question de l'islamisme en France. Et en particulier, un dossier en 2013 où j'ai défendu des policiers qui avaient été victimes de violences de la part d'un couple qui avait été contrôlé à Trappes à l'été 2013 pendant le Ramadan, alors que la femme portait une burqa, ce qui est interdit. Et le mari avait agressé un des policiers et l'affaire avait fait grand bruit. Il y avait eu l'association salafiste locale qui avait voulu aller demander la libération des gens qui étaient en garde à vue au commissariat, ce qui est en soi une démarche lunaire. S'en était suivi des incidents et pendant 2 jours et 2 nuits, il y avait eu des émeutes très graves à Trappes et à Argenteuil, avec de nombreux blessés, par miracle pas de mort. Et la façon dont cette affaire avait été traitée, notamment par le parquet, qui avait eu une duplicité avec un discours de fermeté, mais en même temps des gages de néo-islamistes par derrière, tout ça combiné à une ambiance où j'avais compris, mais compris dans le dossier, compris en le voyant, compris factuellement, comment l'association salafiste locale avait récupéré ce couple, qui était un couple simple. Le gars s'était énervé, donc c'était pas bien, c'était même très condamnable par rapport aux valeurs de la République, mais c'était un geste impulsif qu'il avait eu. C'était pas du tout une attaque préparée, etc. Et il avait été maqué tout de suite par les salafistes, et à tel point d'ailleurs que pendant les audiences qui ont eu lieu dans les mois qui ont suivi, puisqu'il a été condamné en première instance et puis en appel, donc il y a eu 2 audiences, il ne se déplaçait plus sans être encadré par 2 types qui étaient 2 molosses barbus en djellaba, qui étaient clairement là, non pas pour le protéger, mais pour l'empêcher de dire n'importe quoi, en particulier aux journalistes. Donc, cette emprise du salafisme sur le terrain m'avait fortement impressionné, de même qu'une forme de lâcheté des institutions, en particulier l'institution judiciaire. Et dans le même temps, pardon, c'est un peu long, mais ça permet de bien comprendre le sens de mon engagement. C'était cette affaire de 2013. Oui. C'était la première fois que vous traitiez une affaire en lien avec l'islamisme dans votre carrière? À ce point, oui. J'avais déjà vu de l'islamisme, de ci, de là, parce que l'islamisme ne date pas d'hier en France. Mais d'abord, un fait générateur direct, c'est-à-dire le contrôle d'une femme en burqa. Ensuite, la façon dont une association islamiste vient essayer de récupérer l'incident. De jouer les bouts de feu dans la pure tradition des frères musulmans. Tout ça est théorisé depuis un siècle. Tout a été écrit. C'est une stratégie qui est mise en place. Ce ne sont pas des successions de hasard. Et ensuite, la pusillanimité, et pour tout dire, la lâcheté, la veulerie d'une partie de l'institution judiciaire, ça a été vraiment un choc. Parce que la situation, c'était pas compliqué. Il fallait cogner et puis c'est tout. Il y a l'application des lois de la République. Il n'y a pas de discussion à avoir avec des gens comme ça. Et puis, dans le même temps, et ça a déterminé mon engagement, c'est pour ça que la lutte contre l'islamisme, c'est vraiment le socle de mon engagement, y compris avec les inconvénients qui vont avec, et je vais y venir pour répondre à votre question sur le documentaire de Roubaix. L'autre chose que j'ai perçue à l'époque, on est à l'automne 2013, c'est que mes contacts, mes amis dans les services de renseignement ont commencé à me parler d'un phénomène qui, à l'époque, était totalement sous le radar médiatique,
qui était le départ de jeunes, soit étrangers vivant en France, soit jeunes Français, pour aller faire le djihad en Syrie, par grappes de 10, 15, 20, etc. Il y avait même une anecdote qui m'avait été racontée, c'est qu'ils allaient faire des dîners d'adieu, les groupes de départ allaient faire des dîners d'adieu juste avant de partir, notamment dans certains restaurants chinois du 13e arrondissement. Une anecdote amusante. Bon. Mais c'est pour vous dire qu'il y avait une inquiétude qui était en train de monter en flèche dans les services de renseignement et qui était encore absolument pas dans le débat public et que les politiques dont les politiques ne mesuraient pas les conséquences que ça allait avoir. Et donc, quand j'ai mis en perspective tous ces événements sur quelques mois, je me souviens, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, voilà, le pays que nous connaissons est en train de changer et l'accélération du changement est tangible. Nous allons avoir des incidents de plus en plus graves. Les gens qui partent faire la guerre, certains vont mourir, mais la majorité va revenir. Et nous allons avoir à 10 ans, je me souviens, je lui ai dit, à 10 ans, nous allons avoir un vrai risque d'affrontement dans notre pays, de modification de ce qu'est notre pays même en profondeur. Et ben moi, je ne veux pas que ça arrive et j'ai envie de m'engager. Donc, est-ce que, comme je suis poli, je lui ai demandé, mais je savais pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'on se connaît bien et qu'on sait... Et vous avez déjà dit oui. Qu'elle ne supporterait pas l'idée que je ne le fasse pas. Et donc, je me suis engagé. Donc, avec tous les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire les menaces de mort, puis les incidents après la sortie de mon premier livre, Le sursaut ou le chaos, écrit en juin 2015, qui fait que je suis malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on regarde les choses, protégé par la police depuis plusieurs années. Donc, les réalités de Roubaix, c'est des choses que je connais, et j'avais pas très envie de regarder. Mais j'ai quand même regardé parce que je savais qu'inéluctablement, il y allait avoir tout un débat, et je voulais pouvoir en parler en connaissance de cause. Ben, j'ai pas été déçu, et vous l'avez dit dans votre question, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est pas tant les réalités de ce qu'on voit, encore que parfois, même en étant préparé, même en bossant sur ces sujets, on a quand même encore de temps en temps un effet waouh. On se dit là quand même. Bon. Mais surtout, et ça c'est, je vous le dis, c'est pas désespérant. Je veux pas employer le mot désespérant parce que c'est pas le genre de la maison de se désespérer. Mais c'est consternant de voir que aujourd'hui, on n'est plus en 2013. Les anecdotes que je viens de vous raconter, on est 9 ans après. Après tout ce que la France a subi, après tout ce que nos compatriotes ont découvert, après même que finalement le gouvernement ait compris au moins partiellement la gravité de la problématique de l'islamisme, eh bien malgré tout, c'est celui qui en parle qui en subit les conséquences. Et c'est toujours la même chose. Moi, je vais vous dire, ce que je trouve insupportable, c'est que quand vous parlez de lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire contre ce courant qui est un courant politique qui consiste à faire primer l'islam politique sur les lois de la République française, eh bien ceux qui vont venir vous agresser au sens large du mot, à commencer par les réseaux sociaux, etc., et évidemment, malheureusement, de temps en temps par des menaces, voire par des tentatives d'agression, ce sont des gens qui se prétendent, je les cite, et je fais court, mais je les cite, des vrais musulmans. C'est-à-dire que ce sont les gens qui vous disent que l'islamisme n'existe pas, qui vous menacent parce que vous dénoncez l'islamisme. Et ça, c'est insupportable. Et moi, je le dis, et je l'attends, et je l'espère depuis 10 ans. Et j'ai écrit dans mes livres, j'ai écrit dans des articles, je l'ai dit sur des plateaux de télévision. Mais ceux qui devraient se lever en premier pour dénoncer ça, ce sont nos compatriotes musulmans qui, dans leur majorité, n'ont qu'une envie, c'est de vivre peinard, comme vous, comme moi, dans notre pays, et chacun, avec la liberté de conscience qui est la sienne, prie le Dieu qu'il veut, s'il veut en prier un. Ça, c'est aucun problème avec ça. Aucun. Mais là, ce qui est toujours fascinant, c'est que les gens qui viennent dénoncer ce genre de reportages, qui sont des reportages salutaires, parce que ça permet à la population de comprendre ce qui est en train de se passer. Ça permet de ce que plus aucun préfet, de ce que plus aucun politique ne puisse dire non, tout ça n'existe pas. Eh bien, ceux qui viennent dénoncer ce genre de reportage, ce sont ceux qui prétendent que cette affaire n'existe pas. Et je vais aller plus loin. On a parlé depuis quelques jours, on dit beaucoup que votre confrère, la présentatrice, Ophélie Meunier,
a été menacée de mort et est placée malheureusement elle aussi sous protection policière. On a parlé de ce jeune qui a amené les journalistes dans les rues de Roubaix et qui lui aussi est menacé des pires turpitudes par les islamistes. Mais qui voit-on venir à leur soutien? Au début, mais pendant longtemps, pendant des jours, personne. Personne. C'est insupportable. Et finalement, alors il y a la société, j'ai vu, je prétends pas avoir tout vu, mais la société des rédacteurs du Figaro en particulier, et puis d'autres médias ont commencé à dire que tout ça n'était pas acceptable. Le Monde a attendu aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ah ben, je ne l'ai même pas vu, donc vous me l'apprenez. Il est sorti, je pense, quelques heures avant qu'on se retrouve. Alors qu'on est 9 jours après. Je le dis parce que la vidéo va durer dans le temps. Nous sommes 9 jours après, et il a fallu entre 7 et 9 jours aux principales sociétés de rédaction pour condamner, comme si ça avait été l'objet de débats en interne, et de ce qu'il faut condamner, oui, mais etc. Mais attendez, vous savez, moi je vais dire une chose que j'ai jamais dite, mais moi je suis avocat. Richard Malka est avocat. On est tous les deux protégés pour le même engagement, sachant que nous n'avons pas forcément la même vision des choses sur tout. Richard est quelqu'un qui vient plutôt de la sphère politique de gauche, moi de droite, mais ça n'empêche absolument pas de nous retrouver sur les fondamentaux. Mais au barreau de Paris, les avocats, les défenseurs des libertés, etc., mais moi j'ai jamais été soutenu, j'ai jamais eu un message d'un représentant du Conseil de l'Ordre, j'ai jamais eu un mot de mon bâtonnier. Jamais, jamais. Alors que tous les incidents, parce qu'il y a Richard Malka non plus. Je le laisserai le dire, je ne veux pas parler pour lui. Mais enfin, je n'ai pas eu l'impression qu'il avait eu un soutien maximum. Par contre, ça a changé récemment, puisque la nouvelle bâtonnière, qui s'appelle Julie Couturier, a eu le courage, et je le salue, et je le lui ai d'ailleurs dit, de nommer la promotion la nouvelle promotion de l'école de formation du barreau, la promotion Richard Malka. Mais ça, au lieu de déclencher un salut unanime de respect pour l'engagement de Richard, ça a déclenché quoi? Ça a déclenché une controverse avec un certain nombre d'avocats qui sont des militants d'extrême gauche qui se sont érigés contre le choix de Richard. Et on est toujours dans le même sujet. C'est-à-dire que vous avez des professions qui sont des professions qui prétendent, et qui prétendent pas, qui le font, qui défendent les libertés, les journalistes, les avocats, mais qui, quand certains d'entre les leurs se retrouvent menacés, exposés. Puis on parle des menaces, mais soit dit en passant, il y a aussi des incidents qu'on médiatise pas, mais c'est pas juste 3 tweets qu'on reçus dans l'année. Il y a des choses beaucoup plus désagréables. Donc, quand on est dans ce qui est quand même un étau dans la vie de tous les jours, eh ben, les institutions au sein desquelles on travaille sont extrêmement réticentes à nous apporter, je dis nous, parce que je dis, les avocats, c'est comme les journalistes, le soutien. C'est comme s'il y avait encore une gêne. Mais 7 ans après Charlie, plus d'1 an après Samuel Paty. Et quelques mois après le procès fameux des attentats du Bataclan. Bien sûr. Auquel vous avez participé d'ailleurs. Oui, mon cabinet, nous sommes partie civile, pas tous, mais dans la plupart des dossiers malheureusement de terrorisme islamiste, dans leur grande majorité. Et tous les jours au tribunal en ce moment, j'ai un de mes collaborateurs qui y va, j'y vais de temps en temps, et on assiste à ce procès qui est un procès historique, mais qui est un procès au cours duquel on a là encore parfois des débats un peu surréalistes. Il y a des avocats, y compris parfois chez les parties civiles, donc chez les victimes, qui disent est-ce que c'est vraiment le lieu de parler de la vision de l'islam, de l'islamisme, etc. Mais attendez, le terrorisme, c'est un mode d'action politique. Tuer des gens dans une logique terroriste pour générer de l'intimidation ou de la terreur, pour paraphraser la définition juridique du terrorisme, c'est de la politique. C'est le choix de la violence à des fins politiques. Il y a des gens qui choisissent de faire de l'entrisme, les urnes, etc. D'autres, c'est la violence, qui peuvent d'ailleurs avoir le même objectif. Hein. Mais, et là, on voudrait ne pas parler de la raison même pour laquelle ces horreurs ont été commises, mais ça n'a pas de sens. Quelle myopie, quelle absence de compréhension. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je dis qu'il y a encore des gens, 7 ans après, qui sont dans cette espèce de difficulté pour dire les choses et pour nommer un ennemi qui, lui, nous désigne. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien que chacun comprenne que c'est pas parce qu'on va vouloir nier le phénomène, le minimiser, le taire, le dissimuler, que ce phénomène n'existera pas.
et que vous pouvez ne pas avoir envie que, quand vous êtes piéton et si jamais un camion vous fonce dessus, vous n'avez pas forcément envie qu'il vous fonce dessus, vous ne l'avez pas choisi, mais il vous fonce dessus. Et donc, il faut agir en conséquence. L'islamisme, c'est la même chose. Et donc, pour finir sur ce reportage terrible de Roubaix, moi, ce qui m'a désolé, mais malheureusement, je savais à l'avance ce qui allait arriver, c'est la gestion de l'après, les conséquences pour votre confrère et pour le jeune qui a emmené les journalistes sur place. Et puis, cette espèce éternellement, une fois de plus, de déni, de réaction à mauvais escient, de gens qui, s'ils étaient dans une logique, devraient venir avec nous à nos côtés et dénoncer et combattre avec nous l'islamisme. Et ça remonte très loin, parce que dans mon souvenir, jeunes années, c'était Robert Redeker qui, l'un des premiers, avait été menacé de mort et placé sous protection policière en France pour des questions d'opinion et sur une tribune qu'il avait rédigée effectivement sur l'islam. Donc et souvenez-vous, à l'époque, déjà, on disait, ouais, mais le mec... Il a poussé le bouchon un peu loin. Il a quand même... Il faut faire attention, etc. etc. Mais non. Dans Osons l'autorité, vous tracez un parallèle entre la situation actuelle et le fameux essai de Marc Bloch, L'étrange défaite. Bien sûr. Vous parlez d'une élite paralysée par la lâcheté. Est-ce qu'il n'y a que de la lâcheté? C'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi tout simplement une ignorance complète, une forme d'incompétence? Est-ce qu'il y a aussi une forme de corruption? Alors, il y a de la lâcheté et de l'incompétence. Il peut y avoir à la marge une forme de corruption morale, mais je ne crois pas que ce soit le cas pas du tout le cas de la majorité de la classe politique. Aujourd'hui, ma vision des choses, je ne vous aurais pas forcément répondu de la même chose il y a 7 ou 8 ans, mais aujourd'hui, je suis catégorique, tout le monde a compris. Ça, tout le monde a compris. Hein, je veux dire, aujourd'hui, même ceux qui affirment publiquement que non, il n'y a pas de problème, vous dites qu'en privé, tout le monde est lucide sur la situation dans les hautes sphères. Oui, ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème ne sont pas dans les hautes sphères. Les gens qui sont dans des logiques de gouvernement... Dupond-Moretti, sa déclaration que je lisais, mais quand il disait « la France n'est pas un coupe-gorge non plus », ça fait tout de même écho à une situation qu'il ne veut pas regarder en face. Ouais, mais là, alors, je pense qu'il y a des gens, ça va être une manière de vous répondre très précisément, il y a des gens qui ont identifié le phénomène, mais qui ne mesurent pas son caractère systémique. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens, de moins en moins, mais il y a encore des gens qui considèrent que l'islamisme est quelque chose qu'on va pouvoir régler. Mais c'est d'ailleurs un des vrais soucis avec le président de la République. C'est que Emmanuel Macron, qui est à l'évidence un homme brillant et intelligent, a, semble-t-il, je ne le connais pas personnellement, donc je ne peux pas parler sur la base d'une relation privée que j'aurai avec lui, parce qu'il n'y en a pas. Mais de l'analyse que je fais des années d'observation comme citoyen de son positionnement politique, d'abord comme conseiller, puis comme ministre, puis comme président de la République, c'est que son parcours fait que c'est quelqu'un qui a sur le monde une vision qui est avant tout une vision économiste. Donc, les questions identitaires, je caricature évidemment, mais je pense que c'est quand même la racine de sa façon de voir les choses. Les questions identitaires se régleront si l'économie va. Et finalement, les gens seront contents parce qu'il y aura une amélioration de leur qualité de vie, une élévation sociale générale qui, du coup, viendra faire fi de problématiques de racines qui ne seraient en réalité que l'expression d'un mal-être. Je résume. Bon. Mais sauf que quand on s'intéresse à l'histoire de l'islamisme et à la logique de conquête de l'islamisme, les textes des salafistes, les textes des frères musulmans, etc., on sait très bien que c'est pas vrai. Les frères musulmans sont nés dans l'Égypte des années 30, dans l'élite. Et ils ne sont pas nés dans les faubourgs du Caire. Donc c'est une élite intellectuelle, et c'est une élite qui est dans une logique de conquête, de prise de pouvoir, extrêmement intelligente, extrêmement habile, etc. Mais ce déni dont sont encore victimes nombre de gens dans nos propres élites, vous avez les élites politiques, mais vous avez aussi les élites médiatiques qui sont sans doute pour moi les plus fragiles aujourd'hui. Ce déni, c'est parce que vous avez d'une part un manque de culture profonde sur le sujet, mais vous avez aussi
le déni dans le déni, ce que j'appelle le déni dans le déni, c'est le syndrome du « non, mais c'est pas possible ». C'est pas possible. Ils vont quand même pas, ça peut pas nous arriver à nous. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle il y a ce déni, c'est qu'on est une société qui est en paix depuis plus de 70 ans, que donc on a nos anciens qui ont connu la guerre, qui ont connu la nécessité de se battre pour défendre ce que nous avons, qui ont été confrontés au fascisme des années 30, etc., ne sont plus là, et qu'on a une espèce de croyance dans le fait que nous sommes en réalité le régime le plus beau de l'histoire de l'humanité, et qu'on on a une telle conscience des Lumières, de ce que la France est le pays des Lumières, des droits de l'homme, etc., que l'idée même qu'on puisse s'en vouloir à nous, et en particulier de l'intérieur, est quelque chose qui est littéralement, au sens propre, inconcevable. Et c'est d'ailleurs intéressant, parce que c'est pour ça que tant de ceux qui nous attaquent sont traités de fous. On les traite de fous. Il peut y avoir de la décompensation psychique, ça je ne le nie pas. Celui qui tient le couteau n'est pas forcément un modèle d'équilibre, mais après tout, pour aller trucider quelqu'un dans la rue au nom d'une idéologie, sans doute ne faut-il pas être complètement équilibré. Mais, mais la psychiatrisation de l'ennemi est un mode d'expression du déni. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que toi, tu veuilles me détruire pour ce que je suis, donc c'est que forcément tu es malade. C'est très très intéressant. C'est une faute politique terrible. Terrible. On peut dire qu'il y a certains acteurs individuels qui souffrent de problèmes psychiques ou psychiatriques, mais par contre, on ne peut pas ne pas comprendre qu'ils sont mus par la propagande incitative des islamistes, qui a précisément vocation à déclencher les esprits faibles pour déstabiliser nos sociétés. Et je veux dire, c'est quand même... Et pardon, mais en plus, c'est pas super compliqué à comprendre quand on se documente un peu. Voilà, moi c'est ça que... Oui, on peut c'est ce déni qui est... Ces nouvelles formes de terrorisme, souvent psychiatrisées, c'est-à-dire des actes d'individus, entre guillemets, isolés, qui vont attaquer un petit peu au hasard dans la rue. Alors il y a toujours tout de même une part symbolique, hein. On est dans une église, on s'attaque à un policier, on s'attaque à un enseignant, à un prof. Tout ça avait été théorisé par Al-Siri. Vous pouvez nous en parler, mais ça n'est pas comme ça arrivé, parce que des fous se sont amusés à tendre le couteau dans la rue. Puisque vous me lancez sur Al-Souri, qui est un auteur que je cite beaucoup, et en particulier dans les procès antiterroristes auxquels je participe, c'est l'un de ceux qui a tout théorisé. Et quand on dit qu'il faut s'intéresser à nos ennemis pour comprendre ce qui nous arrive, que ce n'est pas simplement notre propre définition des événements qui correspond à la réalité, mais qu'il peut aussi y avoir une autre réalité, et que quand il s'agit de gens qui veulent s'en prendre à nous, on a quand même assez intérêt à essayer de comprendre leurs motivations et leurs moyens pour pouvoir lutter contre eux sur tout le spectre, hein, des moyens et puis de l'idéologie. Donc, Abou Moussa Al-Souri, c'est un réfugié, c'est un Syrien qui est réfugié en Europe, qui se voit accorder l'asile politique généreusement en Espagne, et bien à l'abri là-bas, il écrit un bouquin qui s'appelle L'appel à la résistance islamique mondiale. C'est un pavé, hein, il 1500 me semble, pages. c'est ça. Alors, je vous mentirais bien sûr. en vous disant que j'ai tout lu. Mais enfin, et en arabe littéraire. Mais bien sûr, en arabe littéraire, c'est ça. Et Al-Souri, il fait le bilan, et on est en 2005. Et en 2005, il fait le bilan du djihadisme contemporain. Et pour faire court, il constate le double échec, d'abord des anciens combattants d'Afghanistan qui sont allés combattre les soviétiques et qui sont revenus et qui en réalité n'ont pas réussi à faire prendre un mouvement djihadiste, notamment en Europe. Ça a par contre réussi en Algérie, puisque ce sont les Afghanis qui sont de retour en Algérie et qui déclenchent les années de plomb entre 88 et 93. Et la guerre civile terrible avec le GIA, etc., que le GIA a essayé d'importer en France, mais heureusement, pour faire court, ça n'a pas marché. Ensuite, il y a eu l'échec, dit-il, du terrorisme hyper techno et spectaculaire d'Al-Qaïda, avec un certain nombre d'attentats en Afrique à la fin des années 90, et puis la mère de tous les attentats, si j'ose dire, qui est les attaques très spectaculaires du 11 septembre 2001. Al-Qaïda pensait que face à une telle réussite, les Occidentaux seraient à genoux, et surtout qu'il allait y avoir une espèce d'enthousiasme généralisé
qui allait conduire une vague de la jeunesse musulmane des pays occidentaux à multiplier les actions et à pousser la déstabilisation. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu d'autres attentats qui ont échoué, qui étaient assez spectaculaires, qui ont été évités. Je pense en 2006, où Al-Qaïda a essayé de faire exploser une dizaine de vols en même temps entre l'Angleterre et les États-Unis. Ça a failli marcher, mais ça n'a pas marché. Donc, il y a eu des spasmes comme ça, mais le projet, pour faire court, et Al-Souri dit, a échoué. Et Al-Souri, c'est vraiment important, parce qu'il va nous donner une grille de lecture de tout ce qui arrive à l'Occident, en particulier à l'Europe et à la France, depuis 10 ans, sauf qu'il l'écrit en 2005. Il dit, pour que ça marche, il faut le cumul de deux choses. Il faut d'abord une fraction importante de la jeunesse occidentale qui soit musulmane, et cette fraction de la jeunesse musulmane occidentale, issue de l'immigration, il faut absolument la désintégrer. C'est-à-dire qu'il faut casser les mécanismes d'intégration, d'assimilation au pays d'accueil, et il faut absolument ressusciter chez ces jeunes la conscience de l'appartenance à l'Oumma, c'est-à-dire à la communauté de l'islam, par opposition au pays d'accueil. Et là, il faut écouter attentivement ce que dit Al-Souri, parce que toujours sur cette première des deux branches dont il estime qu'elles sont nécessaires, il explique comment faire, et il reprend les modes opératoires des frères musulmans depuis les années 30, c'est-à-dire c'est le cycle provocation-victimisation. Donc il explique qu'il faut multiplier les petits incidents, là il ne parle pas de violence, hein, il dit qu'il faut multiplier les incidents qui sont en réalité des provocations. Typiquement comme l'affaire de la burqa que vous avez racontée en 2013. Le burqa, de la burkini dans les piscines, le port de voile dans les endroits où c'est interdit, etc. Et pour ensuite aboutir à une réaction du pays d'accueil, donc en l'occurrence la France, si on parle de la France, avec les médias, avec les politiques, etc. Et ensuite, évidemment, victimisation, c'est-à-dire les associations de type CCIF, Baraka City et autres, qui viennent dire « Regardez, c'est de l'islamophobie, on s'en prend à nos sœurs qui sont voilées, etc. etc. » Donc c'est le cycle provocation, réaction, victimisation. Tout ça est archi-théorisé. Et Al-Souri dit « Ça va provoquer un recul, un repli des jeunes musulmans vers l'islam, et donc au détriment de l'assimilation à la société d'accueil, qui serait mortifère pour nous, dit-il, parce que ça ferait perdre l'identité musulmane, et il y aurait une dilution du jeune musulman dans la communauté nationale française. Et puis, il dit, il faut une deuxième branche, qui se cumule à la première, qui soit une guerre pas trop loin de l'Europe, dans laquelle une fraction de cette jeunesse irait combattre, et reviendrait ensuite en étant formée militairement. Et ça, c'est le game changer, comme disent les Américains, c'est-à-dire c'est ce qui va changer la donne. Et lui, il ne peut pas le savoir en 2005. Mais ça va être la guerre en Syrie à partir du début des années 2010, 2011, 2012. 2012, début des premiers départs. 2013, je vous en parlais tout à l'heure, mes camarades des services de renseignement m'en parlent. Et ensuite, la suite, vous la connaissez. Et donc, on a, avec cette théorisation d'Al-Souri, les deux branches de la conquête qui se cumulent, mais qui peuvent aussi se compléter. Je m'explique. Je vous disais tout à l'heure que y avait le terrorisme, c'était l'utilisation de la violence à des fins politiques. Et je vous disais, on peut aussi faire de la politique au sens plus classique et au sens large, c'est-à-dire entrer dans les centres de pouvoir. Les centres de pouvoir, par exemple, dans l'entreprise, un centre de pouvoir majeur, c'est le syndicalisme. Eh bien, les islamistes investissent en Occident et en particulier en France, tout un tas de champs de pouvoir, de façon à étendre leur influence, à générer chez les idiots utiles ou les gens mal informés une forme de sympathie, qui est évidemment renforcée par le fameux triptyque provocation, réaction, victimisation, hein, bien entendu, de façon à créer un courant de pensée. C'est plus fin que sympathique, c'est un courant de pensée qui ne s'oppose pas. Ce courant de pensée qui ne s'oppose pas n'entrave pas la progression, l'idée étant qu'un jour, on se retrouve avec, l'idée des islamistes étant qu'un jour, on se retrouve avec une minorité de l'ordre de 25% de musulmans qui se mettent progressivement à avoir des exigences de points très précis d'application de la charia
dans le pays. Au début, en disant mais c'est pas grave, on demande juste. En rappelant que la charia, c'est un ensemble civil et pénal. C'est pas quand on dit charia, les gens pensent main coupée. Ah non, bien sûr, non. Il y a toutes les gammes. C'est pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Effectivement, ça peut être simplement quelques règles de vie en communauté du quotidien. Ah non, mais la charia, c'est un ensemble de règles qui régissent la vie en communauté. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, il y a je le dis dans mon livre, mais il y a des quartiers en France où vous avez des micro-quartiers, hein, c'est pas des quartiers, c'est pas 200 000 habitants, ça peut être 2 barres d'immeubles, où des micro-territoires sont administrés en parallèle avec la charia, et en particulier la charia comme mode de résolution du conflit entre commerçants, comme mode de résolution du conflit familial, absolument. Et c'est les deux gros, hein, en fait. Ce qu'on voit c'est plus frappant à Londres, dans les quartiers dits charia compatibles, là c'est totalement assumé, voilà. Mais ça existe dans les faits, dans des micro-quartiers en France, et il faut que, oui, là c'est vraiment pour ceux qui nous suivent, mais c'est des traitements effectivement de conflits du quotidien. Et c'est terrible parce que ça aboutit. C'est la première étape. Voilà. Ça aboutit à ce que dans un certain nombre de quartiers, mais importants, le non-musulman finit par partir, non pas parce qu'il est chassé, non pas parce qu'il est victime de violences ou de pogroms, etc., absolument pas, mais simplement parce qu'il y a un tel entre-soi qui se développe qu'on vous fait comprendre que finalement c'est compliqué et que vous partez. On parlait tout à l'heure de réussite économique, mais vous avez une gentrification de l'islamisme. Vous avez des classes moyennes dans un certain nombre d'endroits en France qui achètent des zones pavillonnaires. On n'est pas que dans la cliché du quartier. Vous avez des zones pavillonnaires où de plus en plus de jeunes musulmans plutôt aisés, éduqués, qui ont fait des études, qui ont des jobs, etc., qui sont totalement insérés dans la société, eh bien, créent un mode de vie qui est un mode de vie qui se rapproche des préconisations islamistes. Alors, c'est à bas bruit, ça n'est pas violent, donc on commet l'erreur de considérer que comme ça n'est pas violent, ça n'est pas grave. Comme si la seule chose qui était grave, ce serait la violence. Mais pas du tout. La conquête par le soft power, c'est aussi un mode de déstabilisation. Donc, vous avez la jambe, pour prendre l'image des deux jambes, qui est la jambe de la violence, qui est celle qui est la plus impressionnante, parce que ça nous fait peur, parce que ça crée de la sidération, des chocs dans l'histoire, etc. Mais le soft power, pour moi, en fait, il est plus dangereux. Parce que la violence réveille, alors que le soft power endort. Et comme vous avez tout un tas de gens, soit qui n'ont pas compris, soit qui sont lâches et qui se disent au moins, pendant ce temps-là, on vit en paix, soit qu'ils aient sur le monde un regard totalement naïf, qui disent ah oui, mais alors donc chacun fait comme il veut, donc tout se vaut, donc ce soft power ne nous dérange pas tant qu'il n'y a pas de violence. Eh bien, vous avez toute une branche de l'intelligentsia en France qui malheureusement ne mesure pas les risques de ce qui est pourtant totalement théorisé. Et vous avez raison de le rappeler. Et pardon d'en avoir fait un long moment, mais c'est vraiment super important parce que Al-Souri, il a vraiment tout écrit. Vous nous avez donc parlé un peu trop rapidement, on pourra y revenir, des questions de sécurité, des questions d'islamisation. Vous proposez sur ces deux sujets un programme ferme, un retour à l'autorité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques lignes directrices qui vous sembleraient essentielles de mettre en place pour régler ces deux problématiques qui sont, sous certains aspects, un petit peu liées et dans tous les cas qui appartiennent à la même question du régalien? Oui, moi je fais l'analyse de ce que, aujourd'hui, le socle de départ de la problématique de régalienne, c'est-à-dire sécurité-justice, c'est l'immigration. Pour plein de raisons. Pas simple. Là, on vient de parler longuement du terrorisme et de l'islamisme, donc je ne vais pas en reparler, mais je le pose là parce que c'est évidemment absolument essentiel. Mais il y a aussi, par le biais de l'absence totale de maîtrise de nos flux migratoires, des problématiques donc culturelles, de déséquilibre culturel qui renvoient à ce que je viens de dire, mais qui sont des réalités dans de très nombreux quartiers en France. Et puis une problématique de délinquance qui est une problématique qui est celle qui pourrit la vie des Français au quotidien. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc moi aujourd'hui je suis le conseiller spécial régalien de la campagne de Valérie Pécresse, et Valérie a dit dans son discours de Cavaillon il y a 15 jours, elle a dit, une phrase, curieusement, ça n'a pas été tellement repris, mais elle a dit, ouvrez les guillemets, oui, il y a un lien entre délinquance et immigration. Et c'est un lien qui, s'il est nié, empêche
de mettre en place la politique qui est nécessaire. Si vous n'êtes pas capable de faire le diagnostic, vous ne pouvez pas trouver le traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'immigration ? La première des choses, et on a un projet de loi constitutionnelle qui sera proposé aux Français, qui est déjà sur le site de la campagne, et qui sera dans le débat dans les semaines qui viennent, qui va consister à soumettre au Parlement chaque année un quota de migrants par pays, mais surtout, la mesure qui est la plus importante, c'est qu'il n'y aura pas quel que soit le vote du Parlement, il n'y aura pas de visa accordé aux pays d'origine s'ils ne reprennent pas leurs ressortissants que nous souhaitons expulser, quelle que soit la raison de l'expulsion. Aujourd'hui, on avait reçu Patrick Stefanini, donc le directeur de campagne de Valérie Pécresse, sur le sujet. Qui est avec Valérie, le grand spécialiste de l'immigration. Donc je répète, effectivement, il avait mis le projecteur sur cette question des accords binationaux et de l'importance pour la France de renégocier les visas avec les pays... Alors là, à ce stade, donc je vais redire en moins bien ce qu'il vous a dit, mais par contre, je vais peut-être ajouter une chose, parce qu'on est dans un temps plus politique, puisque la campagne a commencé. À ce stade, on dit souvent, notamment à Valérie Pécresse sur les plateaux de télévision, on lui dit, oui, mais on ne vous a pas attendu pour ce genre pour avoir cette idée. Et d'ailleurs, M. Darmanin a beaucoup essayé, et en fait, ça ne marche pas. Bon. Mais, sauf que je crois qu'il faut complètement changer le logiciel, et il faut changer de braquet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller voir dans les capitales africaines ou maghrébines, les gens en leur disant « allez, reprenez-en un peu plus » et à faire de la négo sympa. Il ne faut plus faire de la négo sympa. Il faut faire de la négo dure. Et on a un levier. Il faut oser s'en servir. C'est que les élites de ces pays ont de l'argent en Europe et viennent très souvent en Europe, envoient leurs enfants étudier en Europe, viennent se faire soigner en Europe. Voilà. Donc si on commence à dire à un chef d'État africain que sa famille ne pourra plus venir en France, que ce sera terminé, etc., je pense que ça a plus de chances d'aboutir à des déblocages de négociations que de faire des grandes discussions en jouant à la marge sur des indicateurs qui ne les touchent pas personnellement. Donc, il faut y aller, parce qu'aujourd'hui, la situation est trop grave. Le nombre d'exécutions des obligations de quitter le territoire, ce qu'on appelle les OQTF, est en baisse constante. Dans mon livre, je cite un rapport de la Cour des comptes il y a quelques années où c'était à 15% d'exécution. Aujourd'hui, c'est tombé à 10% sur les derniers chiffres 2021. Donc c'est une catastrophe absolue. Et il y a un axiome que tous les clandestins du monde ont bien compris, c'est tu entres en France, tu restes en France. Donc ça, il faut absolument le casser. Donc il y a ces relations avec les pays d'origine. Et la deuxième grande dimension de ce que nous ferons, c'est sur l'asile. Moi, je suis... alors, c'est pas nouveau, hein, on va dire, oui, mais d'autres l'ont dit, etc. Moi, je l'ai écrit il y a un moment. Pour des centres d'accueil fermés, l'idée de demander aux demandeurs d'asile de déposer leur dossier dans les consulats, c'est une bonne idée, mais c'est pas toujours très réaliste, parce que quand vous avez des bonnes raisons de craindre pour votre sécurité et que vous voulez demander l'asile en Europe, c'est un peu compliqué d'aller au consulat et puis ensuite de rentrer chez vous, sachant que la police politique peut vous attendre à la sortie du consulat, etc. Donc, de façon réaliste, il faut que ce soit des centres d'accueil fermés au sein desquels seuls ces centres ont vocation à recevoir les demandes d'asile. C'est-à-dire que si quelqu'un ne suit pas le process et rentre clandestinement en Europe, parce que ça peut être une politique européenne, il faut qu'il rejoigne volontairement ces centres ou qu'on l'y accompagne, mais il ne faut absolument pas déroger au fait que seule la demande n'est recevable que si elle est formée dans ce centre. Ensuite, dans ce centre où ils auront accès à tous les moyens de communication, ils auront une liberté totale de communiquer avec qui ils veulent, mais pas d'aller et venir en dehors du centre. Il y aura un examen de la demande, et ensuite, si jamais elle est rejetée, on aura les gens sous la main pour les expulser avec les facilitations dont je viens de parler. Il y a un point qui est très important d'avoir à l'esprit. Je pense aussi qu'il faut faire une liste de pays qui sont des pays réputés sûrs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui,
il y a un trafic terrible autour de l'asile. Moi, j'ai parlé dans le cadre de la campagne avec des juges en charge de ces questions. D'abord, il est surréaliste que les associations puissent nommer des juges dans les juridictions qui sont en charge de l'appréciation des dossiers de demande d'asile. Mais ça, on va parler des associations après. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que une liste de pays qui ne sont pas des pays en guerre soit établie. Alors, on peut pas, parce que ce serait anticonstitutionnel, de dire que dès lors qu'on est ressortissant de tel pays, on ne peut pas demander l'asile. D'accord ? Parce qu'on peut toujours avoir des raisons. Bon. Mais ce qu'il faut, c'est de dire que les ressortissants de tel pays, et on fait une liste des pays qui sont des pays sûrs, bénéficient d'une demande, d'un examen allégé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils fassent état de persécutions personnelles en raison, par exemple, de leur orientation sexuelle ou des choses comme ça, pour pouvoir se voir accorder le bénéfice de l'asile. Parce qu'aujourd'hui, il y a une arnaque terrible. Vous avez des gens qui viennent d'Albanie, qui vous demandent Albanie, l'asile. Géorgie, parmi les premiers pays. C'est des pays qui ne sont pas en guerre, qui ne sont pas particulièrement pauvres d'ailleurs. Et le Maroc. Et vous avez des pays qui sont nos alliés. Alors, vous parliez par exemple des discriminations en raison de la sexualité. Oui. Mais comment le vérifier ? Je vais vous donner un exemple. Je parlais, je suis un peu, mais bon, avec un magistrat administratif qui m'expliquait que là, ils avaient à traiter la demande d'un Congolais qui avait déjà été condamné pour viol 2 fois en France. C'est très sérieux, hein, qui avait été renvoyé dans son pays après. Alors, c'était pas pour viol, pour agression sexuelle, pardon. Et il refaisait une demande là plusieurs années après, en disant qu'il était persécuté parce qu'il était homosexuel et que dans son pays c'était très dangereux de l'être. Bien entendu, tout le monde était conscient que c'était bidon, mais l'affaire a été traitée, a fait perdre du temps à plusieurs magistrats. Enfin, où est-ce qu'on s'arrête en fait ? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs ce qu'on m'a expliqué, vous allez me dire si c'est vrai, mais il y a, j'allais dire, des modes dans les récits déployés par les faux demandeurs d'asile. Oui. Je mets de côté les gens qui sont réellement persécutés. Je parle de filières mafieuses. Absolument. Et ils ont des récits, alors ils savent qu'en ce moment, effectivement, les discriminations en raison de la sexualité sont au sommet, et je crois que les violences contre les femmes en ce moment sont aussi souvent utilisées pour pouvoir pénétrer un pays. Comment on fait pour régler ce problème ? Est-ce que c'est au niveau européen ? Est-ce que c'est avec le recrutement des magistrats ? Pour aller dans votre sens, un magistrat administratif m'a parlé récemment d'une épidémie d'hommes jeunes qui se découvraient homosexuels en tombant amoureux du pilote dans l'avion qui les amenait vers la France. C'est au-delà de l'humour, tout ça est finalement assez triste, mais ça pose effectivement la problématique de l'examen de la sincérité du parcours, du discours, etc. Moi, je pense que quand on a des modes comme ça, comme en ce moment avec des prostituées nigérianes, etc., il y a des modes, et il faut avoir l'humanité de regarder le dossier, mais aussi la fermeté d'être capable de dire maintenant ça suffit. L'ennui, c'est que les dossiers pouvaient se traiter assez vite il y a quelques années. Oui. Aujourd'hui, il y a un empilement de normes et de juridictions qui fait que c'est de plus en plus long et c'est très cher. Mais je suis complètement d'accord. Je pense que et le problème est aggravé par le fait que c'est en plus à l'échelle européenne que les décisions doivent se prendre. Que tout le monde a bien compris que l'Europe des 27 avait du mal à se positionner de façon unanime sur la question, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est aussi la chance. Alors, si Valérie Pécresse est élue, enfin, ce que je vais dire est vrai, quel que soit le président élu, mais il restera encore 6 semaines de présidence française de l'Union européenne, même plus, 8 semaines, enfin entre 7 et 8 semaines. Et il y aura quand même un peu de temps pour mettre en place une impulsion, surtout que derrière, c'est la République tchèque qui prend, qui est un pays qui est également sur des lignes assez fermes en termes migratoires, etc. Donc je pense que nous aurions une fenêtre de 7-8 mois sur laquelle on pourrait quand même essayer de mettre en place des choses qui soient un peu offensives. Quand Valérie Pécresse est allée avec Éric Ciotti en Grèce l'autre jour, elle a visité des infrastructures qui sont des infrastructures modernes, qui fonctionnent bien, avec les centres que j'appelle de mes voeux, qui là existent déjà, que le gouvernement de centre droit a mis en place. Ça marche très bien.
Et on a donc quand même de la part de certains pays qui sont en première ligne une volonté de faire bouger les choses. Je pense que ce serait un des axes de grande politique européenne à mettre en place à peine arrivé à l'Élysée, si c'était le cas de Valérie Pécresse. Thibault de Montbrial, personne ne peut vous suspecter de laxisme, d'avoir une vision très souple et opportuniste de ces sujets d'insécurité, d'immigration, de défense des victimes d'ailleurs, plus globalement. Et donc j'ai des auditeurs qui se demandent, mais alors pourquoi avoir rejoint Valérie Pécresse, dont a priori la personnalité et le programme n'étaient pas les plus sévères, les plus autoritaires, pour reprendre un mot de votre livre, dans les différentes programmatiques actuelles. Donc pourquoi au fond ne pas avoir rejoint Marine Le Pen ou Éric Zemmour? Pourquoi Pécresse et pourquoi pas Ciotti, par exemple, avant la campagne des LR? Donc là, c'est vraiment le choix. Ouais. Pourquoi ce choix de Valérie Pécresse? Et puis, si vous pouvez nous expliquer quel rôle vous aurez précisément dans cette campagne. Ça fait plusieurs questions qui sont, j'en conviens, tout à fait importantes et totalement légitimes de la part de ceux qui nous regardent. Déjà, vous l'avez rappelé, mais c'est la base du raisonnement. Moi, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi je me suis engagé dans ce combat public depuis une dizaine d'années. Et donc, j'ai pour moi le mérite de la grande cohérence. Tout ce que j'ai dit et écrit va dans le même sens, etc. À un moment où on n'était pas nombreux à le faire. Donc, j'ai ma colonne vertébrale et elle est solide. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi pas Marine Le Pen? Marine Le Pen, qui est quelqu'un que j'ai déjà rencontré, qu'à titre personnel j'apprécie plutôt, est dans une posture politique, me semble-t-il, qui pose un double problème. Le premier, c'est que depuis 2014, sauf à de très rares exceptions près, que ce soit à Strasbourg ou à Paris, les élus du RN n'ont jamais voté les textes pourtant parfois essentiels, y compris quand ils étaient portés par des gouvernements de gauche, je pense à après les attentats, etc., en faveur d'une amélioration de la sécurité. Vous savez qu'il y a toujours, quand on est dans l'opposition, la question de savoir si on s'oppose en bloc ou si on concède des petits pas dans la bonne direction. Moi, je suis un pragmatique, et je le serai toujours. C'est-à-dire que je considère que même quand un gouvernement ne recueille pas toutes mes faveurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 10 ans, je suis servi en la matière, eh bien, malgré tout, il peut y avoir des pas dans la bonne direction, et on en parlera peut-être si vous voulez plus tard, mais je suis le premier à dire que je souhaite de tout mon cœur la défaite d'Emmanuel Macron, et pour autant, je dirai toujours, par cohérence intellectuelle, que certaines des lois votées depuis 2017 sont des pas dans la bonne direction. Donc, pour en venir à Marine Le Pen, je regrette que la posture soit celle d'une opposition systématique, et j'en viens à me demander, avec le temps, si finalement il n'y a pas au FN devenu RN une espèce de confort permettant d'avoir sur la renommée et sur l'ampleur du parti pris par le parti dans la vie politique française une vraie présence avec des élus locaux, etc., sans pour autant une vraie volonté de gagner et d'aller diriger le pays. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que certains de ces non-votes sont irresponsables. Et je pense qu'il faut faire montre de responsabilité. Donc ça, c'est... Et puis la deuxième raison, ça c'est moins mon sujet, mais enfin je suis quand même citoyen au-delà de mes thèmes, des thèmes sur lesquels je travaille, c'est que le programme économique du Front National, enfin du Rassemblement National, pour moi c'est un programme économique très 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 à gauche, et qu'on n'a plus aucune crédibilité aujourd'hui quand on prétend promouvoir la retraite à 60 ans ou des mesures comme ça. Donc il faut aussi une cohérence. Et je pense donc pour ces deux raisons, Marine Le Pen ne correspond pas à ce qui est souhaitable, ni Marine Le Pen ni le Rassemblement National, à ce qui est souhaitable pour la France. Éric Zemmour. Donc, Éric, je le connais bien. C'est un copain. On ne peut pas dire qu'on est amis, parce qu'il ne faut pas galvauder le mot ami, et que ni lui ni moi le dirions, mais on se connaît bien. On déjeune régulièrement ensemble depuis des années. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours passé des bons moments. C'est quelqu'un avec qui, ce n'est pas un secret, quand on m'a lu, je partage un certain nombre de constats. Il y a des choses que je ne dis pas pareil, mais les phénomènes et l'évolution dans notre pays, les très graves fractures françaises, je les ai identifiées comme lui. Pour autant, est-ce qu'il ferait un bon président de la République? Moi, je ne pense pas du tout. Éric Zemmour, c'est un journaliste brillant, c'est un polémiste très brillant, c'est un débatteur hors pair, c'est un type très cultivé.
C'est quelqu'un qui n'a jamais dirigé une seule personne, il n'a jamais dirigé une entreprise, il n'a jamais, etc. Donc, on peut gouverner en n'ayant jamais dirigé d'entreprise, mais là, il n'a vraiment aucune expérience autre qu'intellectuelle. Et il est entouré, à ce jour, quand même d'assez peu de gens qui, me semble-t-il, ont la capacité de former un gouvernement efficace, crédible sur les mesures qui sont nécessaires pour le pays, bien au-delà des questions de sécurité. Parce qu'être président de la République, c'est pas simplement s'occuper de la sécurité. La sécurité a la vocation à permettre la paix publique pour libérer toutes les énergies vitales, personnelles, professionnelles, etc. Le but, c'est que les gens puissent s'éclater. Le but, c'est pas de serrer la vis pour serrer la vis. Serrer la vis pour permettre aux gens de vivre. Donc tout ça, ça veut dire qu'un président doit s'occuper de plein de choses et pas seulement de sécurité. Et je pense que pour toutes ces raisons, Éric n'est pas fait pour ça et que sa candidature est un symptôme utile parce qu'on voit bien que tout ce qu'il porte et ce qu'il a porté dans le débat public, même si des gens comme moi en parlaient déjà, mais c'est quelque chose qui correspond à une exaspération des Français, mais ça ne fait pas pour autant de lui et de sa petite équipe des gens capables d'eux. Maintenant, par Valérie, et donc je réponds, j'avançais vers la réponse, l'équipe autour de Valérie, et après Valérie elle-même, ce qui est le sujet le plus important pour ceux qui nous regardent. Les gens chargés du régalien autour de Valérie, c'est Éric Ciotti, Patrick Stefanini, que vous avez reçu. Voilà, Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police, moi, avec tout ce que je fais sur ces sujets, etc. Nous sommes, avec d'autres, je veux dire, je ne vais pas lister tous, mais ceux qui sont proches de la candidate, c'est nous. On a tous déjà agi dans nos domaines. On est des gens de terrain, on est des praticiens. Donc, il y a un savoir-faire, il y a un parti qui a une très forte implantation avec des élus qui sont des élus de qualité, ce qui est aussi quelque chose que je n'ai pas dit sur le mouvement Reconquête, mais qui est en train de se constituer. Donc, on va voir qui seront les candidats aux législatives, mais on n'a quand même pas l'impression d'avoir une expérience politique au sens où il y en a chez les LR. Alors, vous allez me dire, évidemment, j'entends la question qu'on peut poser à ce stade, et en toute honnêteté, je la pose pour y répondre, en disant oui, mais justement, est-ce que c'est pas des gens nouveaux qui, etc., ne seraient pas, pour reprendre l'expression que vous avez employée tout à l'heure, corrompus par un certain nombre d'années de pouvoir et qui n'auraient pas agi et seraient donc à cet égard disqualifiés, puisque c'est la grande question que beaucoup de gens posent sur les Républicains et dont je suis tout à fait conscient qu'un certain nombre d'anciens électeurs des Républicains se posent en disant maintenant, moi j'ai compris, merci, vous êtes gentil, mais je vais aller voter Zemmour. Donc là, moi, je réponds que, moi, j'étais pas là avant, donc puisque c'est moi qui suis interviewé, je peux pas ne pas le dire. Donc c'est quand même un premier point. Et sur Valérie, maintenant. Pourquoi j'ai choisi Valérie, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire. D'abord, moi, je suis son avocat depuis 20 ans. Essentiellement sur des dossiers de droit à l'image, de diffamation, etc. Puisqu'il n'y a pas, avec Valérie, comme il y a pu avoir avec d'autres politiques, des problématiques pénales lourdes. Voilà, Valérie est quelqu'un de totalement clean, donc ça, au moins, il n'y a pas de sujet. Mais, d'abord, c'est pas parce qu'on est clean qu'on ne peut pas vous monter des dossiers dans la vie politique, donc ça, c'est une chose. Mais il y a, comme toujours avec les personnalités en vue, des problématiques de diffamation, etc. Bon, donc, je la vois régulièrement à ce stade depuis 20 ans, mais pas dans un cadre politique. Ensuite, depuis 2015, depuis la campagne des élections régionales 2015, donc à l'automne 2015, qui a abouti à sa victoire et à la prise de la présidence de la région Île-de-France, là, j'ai commencé à être dans un cercle plus proche, toujours comme avocat, mais dans un cercle plus proche. Donc, je l'ai vu de plus près pendant la campagne. Ensuite, je l'ai vu à l'œuvre après son arrivée à la région. Et je suis devenu, en 2017-2018, elle a commencé à me dire « Ah, mais tu t'occupes aussi de questions de sécurité, qu'est-ce que tu penses d'eux ?» Et puis une fois, deux fois, trois fois. Et donc, je suis devenu un de ses conseillers avec d'autres sur ces sujets. Et là, qu'est-ce que j'ai vu ? Et là, il faut bien écouter parce que sur la question que vous me posez, c'est sans doute le moment le plus important. C'est que Valérie Pécresse, elle a évolué. On n'est pas un bloc, on n'est pas de la vie, de la naissance à la mort sans évolution. Il y a des évolutions. Et Valérie, elle a été ministre des universités sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Je précise d'ailleurs que sa réforme des universités a été unanimement saluée
de ce point de vue. J'allais y venir, elle a mené sa réforme. Critique de ce point de vue. Voilà, elle a été saluée, etc. Ensuite, elle a fait 11 mois au budget à la fin, à un moment où c'était compliqué et où c'était beaucoup l'Élysée, et en particulier Jean Castex, secrétaire général adjoint, qui prenait les décisions, hein, il faut jamais l'oublier. Mais donc, elle n'a jamais travaillé sur les sujets régaliens. Donc, la problématique du régalien, elle l'a découverte. Alors évidemment, elle savait que ça existait, mais elle l'a découverte dans sa chair, dans ses tripes, dans ses jambes, qui ont arpenté toute la région parisienne, du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, dans les zones urbaines, lors de la campagne véritablement de 2015. Et là, elle a commencé à prendre conscience de façon tangible de choses qu'elle avait pu lire à droite à gauche, mais de façon tangible. Ensuite, quand elle a été élue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été au bout de la logique, et notamment avec Frédéric Pechnard, son vice-président en charge de la sécurité. Il y a eu la mise en place d'un bouclier de sécurité unique, alors même que la sécurité n'incombe pas normalement aux régions. Elle a fait voter, d'une part, dans les champs qui incombent à la région, c'est-à-dire transport et lycée, mais d'autre part aussi, en lien avec l'État, pour les polices municipales et pour la police nationale, un certain nombre d'aides qui ont permis d'obtenir de façon très concrète des gilets pare-balles, des caméras ou la participation à des renouvellements, des rénovations de locaux. Donc, elle a identifié et elle a fait, sur la laïcité contre l'islamisme, elle a été la première à mettre en place une charte de la laïcité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de subvention qui était accordée à des associations sans qu'au préalable, ces associations aient signé un engagement à ne pas trahir les valeurs de la République. Alors, évidemment, on peut dire que ce n'est pas parfait, etc., mais c'est mieux que quasiment tout le monde. Et ce sont des engagements concrets. Donc, la raison pour laquelle moi je suis aujourd'hui avec elle, alors que vous imaginez bien que j'ai eu des sollicitations de toutes parts, ce qui est tout à fait légitime, y compris d'ailleurs de l'aile droite macroniste, hein, parce que le « et » en même temps fait qu'il y a une aile droite et une aile gauche, dont on se demande comment elles peuvent cohabiter ensemble, mais ne mélangeons pas les sujets. Donc, je suis avec Valérie parce que Valérie a une cohérence totale sur ces sujets et elle est sincèrement convaincue qu'on est à une période cruciale. C'est-à-dire qu'en fait, elle partage ma manière, ou celle d'Éric Ciotti, ou celle de Frédéric Pechnard de voir les choses, ou de Patrick Stefanini, qui consiste à dire, nous sommes, alors l'expression a été reprise depuis, mais je l'emploie depuis longtemps, à la croisée des chemins, ça peut très mal tourner, et là, la condition pour que ça ne tourne pas mal, c'est que dans les mois qui suivent l'élection présidentielle, le nouveau président prenne des mesures drastiques pour corriger le cap, et encore une fois, c'est pas une fin en soi, mais pour permettre ensuite la libération qu'on vive dans un pays où il fait meilleur vivre et libérer toutes les énergies. Mais vous comprenez que beaucoup de Français se disent ce sera comme avec Sarkozy, de très belles promesses, souvent avec à l'époque l'UMP, aujourd'hui les Républicains, avec des gens effectivement qui représentent une droite ferme, mais quand ils seront élus, eh bien à nouveau ils vont ranger le Karcher, ils vont le remiser dans la cave. Alors, c'est la phrase de Valérie Pécresse, mais oui. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux Français pour les rassurer? Vous savez ce que j'ai dit d'ailleurs sur un plateau télé où on m'a interrogé sur le Karcher qui était ressorti. J'ai dit il va pouvoir bien servir parce qu'il est à neuf, il a à peine servi. Non, cela dit, un mot quand même. Il faut d'abord évidemment commencer par dire que c'était il y a 15 ans. Donc je veux bien, mais sur Valérie, je viens de le dire. Ça marque les mémoires. Non, mais attendez, je ne prétends pas que la question n'est pas légitime. La question, elle a toute sa légitimité. De toute façon, dès lors que c'est un ressenti politique, il faut répondre. Et si on avait la folie de le traiter par le mépris, on perdrait définitivement les gens. Alors que je pense que là, on parle à une catégorie d'électeurs qu'on peut tout à fait ramener dans les 2 mois qui viennent. Donc, on est tout à fait d'accord sur le fait que la question se pose. Plusieurs réponses. D'abord, malgré tout, on était il y a entre 10 et 15 ans, enfin 15 et 10 ans, hein, dans notre chronologique, et la situation en France a beaucoup changé. Et la vision personnelle, la vie personnelle de Valérie politique a évolué, je viens de le dire, mais donc elle a évolué, et je viens de le dire, j'y reviens pas, mais je le redis pour mémoire. Ensuite, quand on regarde le bilan de Nicolas Sarkozy, on se rend compte qu'il y a une espèce, vous savez, mais ça c'est le drame de la façon dont vous êtes vu une fois que les années passent, on garde 2-3 grandes idées. Et parmi les grandes idées, on a l'impression qu'il n'a rien fait en matière de sécurité. Mais en fait, c'est pas vrai. Et ce qui vient abonder ma plaidoirie sur le sujet, c'est un rapport de la Cour des comptes du 21 novembre 2021, qui date d'il y a 3 mois. Et que dit ce rapport de la Cour des comptes? Il prend les politiques de sécurité, et je vous la fais courte en une phrase, il dit
qu'en 2012, c'est-à-dire à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, alors même, et ça on l'a entendu et on va le réentendre, qu'il y a eu 13 000 policiers et gendarmes en moins, puisque avec les RGPP, il y a eu ces non-renouvellements de postes, eh bien, il y avait 10% de policiers en plus en sécurité publique, un taux d'élucidation en matière judiciaire qui était supérieur et un taux de délinquance qui était inférieur. C'est-à-dire que les résultats étaient meilleurs. Sauf que on s'en souvient plus. Et que l'image, comme il y avait eu une telle fermeté dans le discours de Sarko, ministre de l'Intérieur, avant d'être élu, que forcément, l'impression qu'on a eue, c'était pas ça. Et puis, il y a eu, parce que là, je le reconnais, des choses qui, moi, m'ont choqué comme électeur. Vous voyez, comme quoi je le reconnais et j'essaie toujours d'être honnête intellectuellement. C'est qu'il y a eu la double peine a été supprimée. Voilà. Et l'immigration a augmenté. L'immigration a augmenté. De façon moins forte que dans les quinquennats suivants, mais tout de même. On est d'accord. Et dernière chose, l'incarcération avant 2 ans, les diminutions de l'incarcération. Et les prisons promises n'ont pas été construites. Oui, mais alors vous savez pourquoi ? Non, mais attendez, François Hollande, Christiane Taubira a barré d'un trait de plume 10 000 places qui avaient été mais chaque actées président par... attend la fin de son quinquennat. D'ailleurs, Emmanuel Macron fait la même chose aujourd'hui. Oui, on va en parler en se réveillant en fin de quinquennat. Alors lui, Emmanuel Macron, c'est encore mieux parce que lui, il prépare son programme, il fait financer son programme par des fonctionnaires en poste avec de l'argent public, ce qui pose un vrai problème. Mais pour en venir à la fin des prisons promises par Nicolas Sarkozy et Rachida Dati, c'est François Hollande qui a barré les budgets. Donc, mais vous savez, si on parle budget, là, on a un peu travaillé la question et on se rend compte que le solde... Vous comprenez qu'il faudra faire les choses tout de suite. C'est ça qui a manqué, justement. Au fond, Nicolas Sarkozy s'est réveillé avec la doctrine Buisson quelques mois avant le second tour, enfin, en 2012. S'il avait agi comme il a agi les derniers mois de son quinquennat, dès le départ, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce sujet. Est-ce que Valérie Pécresse est consciente que si elle était élue, il faudrait qu'elle s'empare de ces sujets régaliens tout de suite, aussi bien la construction de places de prison que la réduction drastique des flux migratoires. Non seulement elle en a conscience, mais sur les places de prison, par exemple, on travaille avec Éric Ciotti de façon très concrète à voir comment on peut ouvrir des prisons provisoires. Le temps que les places soient construites avec des algécos, avec l'utilisation d'anciens bâtiments de l'administration, etc. Donc, on est en train de réfléchir dans le making of, comme disent les Américains, c'est-à-dire dans la façon de faire, au-delà des programmes politiques. On est déjà en train, au cas où on gagne, de réfléchir à la façon concrète dont on ferait très vite. Mais vous avez raison de poser la question, mais la réponse, elle est... j'aime pas le mot évidente, parce que tout est évident, sauf quand on le fait pas. Mais... elle va de soi dans la logique qui est la logique sur le régalien. Quand Valérie Pécresse dit « il y aura un choc d'autorité », c'est quand même une expression forte, et elle sait très bien qu'elle ne peut pas décevoir derrière. Elle sait que l'engagement de gens, vous avez eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure que la cohérence de mon parcours sur ce sujet et le fait que je sois peu suspect de godillage politique, etc., puisqu'avant je ne faisais pas de politique, mais je disais déjà tout ce que je dis. Je pense qu'Éric Ciotti non plus on ne peut pas lui faire le procès en incohérence. Frédéric Pechnard, il a 30 ans de police. Donc, nous sommes, avec d'autres élus de terrain, etc., mais puisque nous sommes proches d'elle, avec Patrick Stefanini, ceux qui incarnons dans la campagne, nous sommes un peu les garants de ce que ça se fera. Je vais vous dire, moi je suis avocat depuis 28 ans. J'ai aujourd'hui une chance formidable, c'est que j'ai un cabinet que j'ai créé il y a 25 ans, qui tourne très bien, avec une équipe formidable, et j'ai la chance, j'ai beaucoup travaillé pour ça, je continue, mais j'ai la chance d'avoir une vie assez agréable. D'accord ? Pourquoi diable irais-je, au nom de l'urgence que je ressens pour mon pays, risquer d'arrêter cette vie, somme toute, confortable, et où il y a des grosses batailles judiciaires, mais sur un rythme, sur des rails qui sont bien ancrés dans le sol, avec un train qui roule bien, pour, en gagnant 2 ou 3 fois moins d'argent, m'occuper d'affaires publiques, en prendre plein la gueule, parce que j'ai aucune illusion sur le fait que je vais en prendre plein la gueule, etc., etc. C'est parce que je pense que Valérie le fera. Voilà. Et je vais même vous dire, si elle ne le fait pas, je redeviendrai avocat. Hein.
à supposer que je ne le sois plus, bien sûr, ça c'est elle qui décidera. Mais dans l'hypothèse, vous voyez, c'est quand même aussi... Non, mais c'est important de l'entendre, parce que c'est Bien pas... j'ai pas décidé ça comme ça, en me disant, tiens, le 1er janvier, ça va être sympa. C'est des années de maturation qui font que je suis aujourd'hui avec Valérie, et elle a compris tout ça, et je pense qu'elle le fera. Si elle le veut, nous le ferons, et vite. Vous me disiez justement que vous l'aviez vu évoluer sur les sujets, effectivement, disons, pour résumer, régaliens. Elle a récemment déclaré, c'était quelques jours, mes convictions évoluent avec celles de la société. Et si elle évoluait dans un autre sens, qui vous convient moins, est-ce que, vous l'avez dit, vous pourriez partir, mais j'allais dire, quelles seraient les prises de position qu'elle pourrait raisonnablement prendre qui vous feraient quitter cette campagne ? Oh non, mais je peux pas... Tel que la campagne est partie... Vous ne voyez rien de... Non. Mais il y aura... Enfin, il faut jamais... Mais je vois pas ce qu'il faut... Vous ne voyez pas d'abandon possible? Non, mais je vais vous dire pour pourquoi. satisfaire une ligne qui rassemblerait davantage. Mais non, parce que la ligne, elle est claire. Aujourd'hui, la ligne est parfaitement claire, et il y a des gens qui nous rejoignent parce qu'ils adhèrent à la ligne. Prenez les deux partis centristes qui ont rejoint la campagne de Valérie Pécresse, ils ne pèsent pas sur le régalien, ils ne sont pas sur ces sujets-là. Mais la personnalité de Jean-Christophe Lagarde, puisque vous parlez de ce ralliement, elle est assez sulfureuse. En tout cas, il a été souvent mis en accusation pour ses liens parfois troubles avec des associations islamistes dans sa ville. Et c'était des enquêtes qui ne venaient pas de concurrents, qui étaient des enquêtes de journalistes. Enfin, ce que vous dites est objectivement vrai, que j'ai pas à le discuter. Mais ce que vous dites, c'est qu'il ne pèsera pas dans la campagne, c'est son parti qui est concerné, et lui n'aura aucune influence sur la conduite des... Mais sur les sujets dont on parle, non. Sur les sujets dont on parle, la cabine de pilotage est petite, je vous ai dit qu'il y avait dedans. Il y a évidemment Valérie Pécresse, il y a Patrick Stefanini, Éric Ciotti, bien sûr, fort de la légitimité de son score à la primaire et de ses qualités, de ses connaissances sur ces sujets. Frédéric Pechnard, moi, et voilà. Et derrière, un certain nombre d'élus qui sont des grands professionnels de ces questions et qui sont là. Donc, c'est ça le projet. Et le projet, Valérie, c'est son projet de la primaire, ce qu'elle l'a fait déjà à la région, et ça ne va pas changer. Est-ce que vous pensez que vous, Éric Ciotti, avez choisi Valérie Pécresse pour les raisons que vous avez expliquées, donc parce que vous pensez qu'elle va tenir sur les questions de sécurité, d'immigration et d'islamisation, mais peut-être aussi parce qu'elle est la seule à pouvoir gagner. C'est votre conviction, ça, qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron? Oui, mais ce n'est pas la même idée. C'est-à-dire que ce sont deux idées différentes qui se cumulent. Je voudrais ajouter un point quand même sur le programme, parce que c'est normal, c'est mon job, donc je suis là pour ça. On parle que d'autorité, etc. Mais je voudrais redire, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est important, que je crois aussi que la vision de la société de Valérie sur les questions d'éducation, qui sont centrales, il y a un travail d'éducation formidable, parce que l'autorité, c'est pour éviter que tout s'effondre, mais après, il faut reconquérir. Et ça, c'est l'éducation, la culture, etc. Le programme économique, les mesures qui sont prises pour libérer le travail, les successions, etc., libérer les énergies, y compris financières, tout ça, c'est des choses auxquelles je crois aussi. Je ne pourrais pas aller sur un programme purement autoritaire, mais avec des mesures économiques qui me paraîtraient absurdes. Maintenant, c'était quoi l'autre question? Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une forme de pragmatisme? Oui. Pour vous, finalement, c'est aussi Valérie Pécresse, la seule candidate à droite, peut-être, à vos yeux, qui est capable de gagner cette élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Pour moi, c'est certain. Et alors, ça m'amène à un autre point qui est essentiel, mais on reste totalement dans le champ de la réponse à votre question. C'est que un de mes combats de campagne, c'est que les gens qui sont dans l'électorat, disons dans le spectre de l'électorat traditionnel des Républicains, et qui sont tentés par Éric Zemmour. Notamment, on en parlait tout à l'heure, parce qu'ils ne croient plus aux Républicains pour les raisons dont on a parlé. C'est de les convaincre, au moins, de regarder dans le détail notre programme. Ensuite, de regarder les femmes et les hommes qui le mettraient en œuvre, et je ne reviens pas sur ce qu'on vient de dire, mais avec des gens qui sont cohérents, qui ont une colonne vertébrale, et qui sont là parce qu'ils y croient, parce que sinon ils peuvent faire autre chose. D'accord ? Et de se poser dès lors la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de se retrouver
avec un candidat au deuxième tour qui n'a aucune chance statistique de battre Emmanuel Macron, plutôt que d'assurer en votant dès le premier tour pour Valérie Pécresse, sachant qu'il y a ce programme, sur lequel j'incite à aller regarder dans le détail, et cette équipe dont on vient de parler, et qui fera le job, parce que si jamais une orientation autre était prise, elle partirait. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup, parce qu'il faut malheureusement pas se leurrer. Le deuxième tour, il faut rassembler le maximum de gens, et il y a un effet, quoi qu'on en pense, repoussoir dans la société française de Marine Le Pen et de Éric Zemmour, qui fait que je n'imagine pas qu'au deuxième tour, ils aient une chance de battre Emmanuel Macron. Donc voilà. Rapidement, qualité, défaut de Valérie Pécresse à vos yeux? Principale qualité, principal défaut? C'est quelqu'un qui fait. C'est quelqu'un qui fait, elle dit, elle fait, elle avance, elle laboure. Il paraît qu'elle est très travailleuse, ouais, et presque tatillonne, c'est-à-dire qu'elle vraiment, chaque proposition programmatique, elle, ouais, va repasser dessus, vérifier, oui, que ce soit parfaitement applicable. Oui. Vous confirmez? Absolument. Défaut? Parfois trop. Non, mais voilà. Il y a un sujet qui revient, effectivement, sur le plan du programme des mesures, elle est peu attaquée jusque-là. Mais effectivement, j'allais dire, est-ce qu'elle a réussi, à vos yeux, à rencontrer les Français? Alors, en fait, sur le défaut, j'allais vous répondre, faire une réponse complémentaire, et on y est. Je pense qu'il faut qu'elle se lâche plus. Parce que quand on la connaît en privé, elle est formidable dans le contact avec les gens. En campagne, sur le terrain, elle est formidable. Et je pense que les formats d'émissions, comme face aux Français sur BFM ou sur LCI hier, où elle parle aux gens, je pense que ce sont des formats qui permettent aux gens de la découvrir. Il faut qu'elle s'ouvre. Elle a un peu de mal, mais on le lui dit, on est plusieurs à lui dire. Voilà. Mais en tout cas, elle a de l'empathie, et si elle est élue, elle fera les choses, mais elle n'oubliera jamais pour qui elle les fait, c'est-à-dire les Français. Quelques questions de nos abonnés. Alors, allez. Réponse rapide, une, oui, sympathique. Quel est son fromage préféré? Alors là, ça c'est un truc, moi je pourrais manger du fromage tous les jours. Le camembert, allez, il faut le camembert et le vieux comté. Ah, très bien. Parce que Pécresse est passionné de fromage, oui, apparemment. Donc il y en a plusieurs auxquels vous avez déjà répondu. Une qui est intéressante, oui, sur le... Est-ce qu'il y aura une proposition sur la question de l'autodéfense? Éric Zemmour en a parlé récemment en Sologne. Alors moi, on en a deux qui sont déjà dans le programme. Vous êtes spécialiste de cette moi je suis spécialiste, enfin, notamment des questions de légitime défense. On en a deux qui sont dans le programme, dont Valérie va reparler demain face au syndicat de police, mais qui sont dans le programme depuis décembre. Et pour tout vous dire, et je pense qu'Éric, et je m'en réjouis, mais il me les a piqués, puisque moi ça fait 10 ans que je les défends publiquement. La première, c'est de supprimer la limitation à la nuit de la présomption de légitime défense en cas d'intrusion dans les domiciles. Je pense que ce soit de nuit ou de jour. De nuit ou de jour. Je ne savais même pas que c'était uniquement... c'était que la nuit. Donc c'est de nuit ou de jour. Quand vous êtes peinard chez vous, dans votre havre de paix et de sérénité, et que quelqu'un fait irruption, vous devez pouvoir vous défendre plus facilement. Et la deuxième, c'est l'application de l'introduction en droit français du droit suisse et du droit allemand, qui limite la proportionnalité en cas de sidération, si on est surpris, et si l'excès de proportionnalité de la riposte provient du fait qu'on a été surpris, tétanisé, etc. etc. Alors, autre question... Donc oui, c'est dans le programme, ça. Hein, oui, dans le programme. Tout à fait. Et ça y était avant que Zemmour en parle. Et ce volet est déjà sorti, là? C'est déjà sorti, mais ça va ressortir. On va remettre le projecteur demain dessus. Vous avez répondu à déjà beaucoup de questions. Ah oui, si, la question des études des prénoms des personnes incarcérées dans les prisons. Aujourd'hui, on a les chiffres du pourcentage d'étrangers, puisque là, on parle de nationalité. Est-ce qu'on a une idée des gens qui seraient issus de l'immigration, comme on le fait, par exemple, Jérôme Fourquet avec les prénoms au niveau national Je vais vous dire ce que nous a dit un procureur général qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Il nous a dit que leur évaluation, c'est que pendant le ramadan, il y avait entre 70 et 80% des prisonniers qui faisaient le ramadan. Je le cite. Ah oui, c'est impressionnant. C'est une manière de vous répondre. Tout à fait.
J'avais envie de parler un peu de vous avant que l'on se quitte. D'où vous est venue la passion pour le métier d'avocat? Est-ce que vous défendiez vos petits camarades en classe? Alors j'ai été délégué à l'école, pas toujours, mais j'aimais bien. Alors quand j'étais petit, j'étais assis et je parlais, donc ma mère disait ah bah il parle. Donc déjà il y avait ce goût pour les mots. Ensuite, c'est vrai que j'aimais bien être délégué au foot, j'aimais bien être capitaine, tout ça. Mais j'ai beaucoup hésité entre avocat, militaire, figurez-vous, et policier. Et vous êtes réserviste. Alors j'ai été dans les parachutistes d'infanterie de marine. J'ai fait un service, ensuite j'ai été réserviste pas mal de temps dans ce qu'on appelait à l'époque les préparations militaires parachutistes. Et aujourd'hui, je suis en réserve opérationnelle, mais comme spécialiste, je travaille sur les questions d'usage de l'arme pour la gendarmerie. Mais au-delà de ça, donc l'immense avantage du métier d'avocat, c'est que vous avez une liberté totale. C'est-à-dire que si vous... Alors, il faut beaucoup travailler, mais si vous travaillez beaucoup, vous pouvez vous occuper de dossiers que vous appréciez, de causes que vous avez envie de défendre. On n'a pas parlé d'elle, mais par exemple, je suis l'avocat de Zineb El Razaoui et d'autres grandes personnalités engagées contre l'islamisme, ce qui d'ailleurs a accru le nombre de mes ennemis. Mais c'est quelque chose que je peux faire parce que je suis avocat. Donc il y a une indépendance. Moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant. J'exerce une profession libérale. Ça fait 25 ans que je suis à mon compte. Mais malgré tout, avec un esprit d'équipe, l'armée, le foot, etc. Et avocat, c'est une plateforme de départ dont vous pouvez faire 1000 choses. Ce qu'il faut, c'est bosser. Mais en bossant, on peut avoir une vie très accomplie, y compris en dehors du barreau. Quel est le procès le plus émouvant que vous ayez vécu? Oh là là. Un souvenir poignant. Beaucoup de procès de défense de victimes du terrorisme. Au printemps dernier, j'ai plaidé pour la famille de Xavier Jugelé. Xavier Jugelé était ce jeune policier qui a été tué sur les Champs-Élysées 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017 par un dénommé Churfi. Xavier avait un compagnon qui a fait un discours poignant ensuite à la préfecture de police, et je suis devenu ami avec lui. Et par ailleurs, je m'occupe aussi de la famille des parents de Xavier et de son frère et sa sœur. Et le jour où j'ai plaidé ce dossier, c'était à la fin de l'année. J'étais fatigué par tout un tas de procès qui s'étaient cumulés. Et il y a eu un moment où c'était la tombée de la nuit dans une des salles de la cour d'assises de Paris, dans les boiseries, tout ça. Et il y a eu une espèce d'atmosphère. En tout cas, moi, ça m'a... Et j'ai eu... et en fait, j'ai complètement... voilà, pour le coup, fendu l'armure. Et j'ai été pris d'une émotion. Et en fait, j'ai arrêté ce que j'étais en train de leur dire. Et je leur ai dit, vous savez, c'est lourd. Je paraphrase, mais j'ai dit, voilà, moi, je suis là devant vous. Ça fait des années que je plaide pour des victimes du terrorisme islamiste. Ça fait des années que c'est un combat qui est dur en dehors. J'ai l'impression, et de fait, j'ai l'impression, d'avoir autour de moi, de temps en temps, les âmes de tous ces gens. Des morts, les familles, des gens que j'ai rencontrés, que je peux pas rester en relation avec eux tout le temps, mais je pense à eux. Des mamans, des épouses, des conjoints, des enfants. Et dans mon régiment parachutiste, le chant du régiment, c'était cette armée qui s'avance avec nous et qui nous fait croire et oser, c'est l'âme de nos morts, le chant du régiment. Et c'est quelque chose que je ressens. J'ai l'impression que tous ces gens avancent avec moi. Parfois, c'est finalement, c'est pas oppressant, assez bizarrement. Mais ça me donne de l'énergie. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Moi, je ne peux pas passer devant un cimetière militaire sans penser à tous ceux qui sont morts pour la France. La Marseillaise me fait pleurer, le drapeau français me fait vibrer. Et c'est cet ensemble de choses. Mais c'est pour ça que ce procès en fait, c'est cette faille que j'ai eue pendant le procès où je me suis dit, mais c'est vraiment en moi, quoi. Et je ne supporte pas ce que mon pays est en train de devenir. Et j'ai envie de toutes mes forces et de toute mon énergie à contribuer vraiment à corriger le cap. Et c'est pas la voie de la facilité pour ma vie perso.
c'est compliqué en termes de sécurité, c'est compliqué, mais il y a un moment, tous ces gens qui sont morts pour la France, tous ces gens qui ont subi, tous ces gens qui se sont dressés ou qui, à leur corps défendant, ont été frappés, ils nous obligent. Un peu plus léger, dans quel procès auriez-vous rêvé d'être avocat? Vous avez le choix, hein, Oh là là. géographique, historique, ce que vous voulez, juste vraiment un moment où vous dites... C'est très difficile de répondre à cette question. À Louis XVI. Non, mais c'est des... J'ai pas de... Ou une affaire où vous dites, mais quel scandale, quelle erreur judiciaire, quoi. J'aurais aimé réparer ça. Oh là là, vous me prenez... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, en tout cas, il n'y a rien comme ça qui vient. Il y a rien qui vient. Il n'y a pas de regrets, de choses qui vous faisaient rêver, enfant. Thibaut de Montbrial, dernière question. Alors, qu'est-ce qui vous donne, vous l'avez un petit peu dit, mais encore de l'espoir pour la France, pour vos compatriotes, pour votre famille? Je trouve qu'il y a une énergie formidable. La France a déjà traversé des moments d'histoire très difficiles et elle s'est toujours relevée. La France, c'est vraiment... c'est une nation millénaire qui puise ses racines dans plus de 2 millénaires d'histoire, les racines gréco-latines, cette culture chrétienne, cette fraternité. Parce que la fraternité, ça vient de la chrétienté. Hein, c'est les grandes racines de l'Europe et de l'Occident, en particulier de la France, c'est les racines chrétiennes. Et il y a aujourd'hui en France tout un tas de choses qui sont désespérantes, on en a beaucoup parlé, il faut lutter contre. Mais il y a une jeunesse qui a de l'énergie, et il faut on s'est relevé de grandes épreuves historiques. Moi, je pense qu'on est à un moment historique qui s'apparente à une forme d'épreuve, mais qu'il faut être déterminé. Je viens de parler de nos anciens et de l'émotion qui peut m'astreindre quand je pense à tous ceux qui ont fait la France d'aujourd'hui. On peut pas les laisser tomber. Et quand je regarde mes enfants, moi j'ai 3 filles, 2 belles filles, donc qui sont des jeunes adultes. Il y a une énergie formidable. Je vois leurs copains, je vois leurs projets, et il faut leur permettre. La sécurité, c'est permettre à tous ces gens de libérer leur énergie et de pouvoir faire tout ce que ils ou elles, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ont envie de faire dans la liberté. La sécurité, l'autorité, c'est pour permettre de leur rendre la liberté dans le respect des valeurs fondamentales de ce que c'est que la France. Le droit d'aimer qui on veut, le droit de croire ce qu'on veut, le droit de bouffer ce qu'on veut, et le droit de se faire emmerder par personne. Thibaut de Montbrial, merci, un immense merci. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, je le disais, vous êtes presque un habitué de Livre Noir, mais c'est toujours un bonheur de vous écouter. Il y a plein de sujets que j'aurais aimé encore aborder avec vous. Je suis certain, voilà. Je vais être obligé de revenir alors. En tout cas, merci beaucoup pour vos invitations qui me touchent beaucoup et qui montrent le pluralisme des expressions sur votre antenne. Bien sûr. Et merci pour votre essai aussi, je le rappelle, parce qu'il est, je pense, passionnant, particulièrement dans ce contexte de présidentiel. Vous n'étiez pas à ce moment-là conseiller spécial de Valérie Pécresse, non. Mais effectivement, toutes les questions que vous posez, eh bien, ce sont des thématiques qui infusent dans cette campagne. Et puis voilà, je vous invite à vous suivre ailleurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de propositions qui ont été reprises par pas mal de candidats. Il y a 150 pages de propositions. Noté, voilà. Il y en a un peu partout. Je ne voulais pas le dire aussi clairement, mais oui, en effet, je pense que ça a été une des sources nombreuses où ont pioché certains candidats de cette campagne. Merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et continuez à nous suivre sur bien sûr la chaîne Livre Noir, mais aussi sur notre plateforme télé www.livrenoir.fr. Vous y trouverez des contenus exclusifs, en particulier, eh bien, on vient de sortir un magnifique documentaire sur le duel entre Marine Le Pen et Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle, l'un des premiers duels, j'allais dire, il y en aura d'autres, et puis également des formats passionnants, des interviews exclusives, il y a Jacques Attali, il y a aussi Vladimir Fedorovski, et puis aussi un très précieux documentaire sur la question des éoliennes. Donc voilà, vous y trouverez beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, et puis je vous souhaite une excellente soirée à tous.